Petit conte gothique pour âme sœur et bien luné. Deuxième conte gothique, songe ou mensonge. Tout s'est passé si vite. S'agissait-il d'un songe ou d'un mensonge? Voilà qui m'obsède encore après 10 ans. Quoi qu'il en soit, et je m'en souviens très bien, c'était un vendredi. Le 31 septembre, voilà, vers 16 heures. Et en marge des jours, il y avait eu cette petite sieste assassinée en pleine ébauche d'ascension. Et je vois encore ce grand lys du silence, évoquant étrangement pour moi l'âme bleue des Guels et les vaches noires et blanches du Wisconsin. Et je revois toujours dans le miroir ce mur sévère et massif, marquant la fin des fêtes de la désillusion dans d'affreux jardins à l'humidité vénéneuse et poisseuse. Or, les dessous de la beauté nous ramènent parfois à de brillants sonnets portugais égarés dans les sublimes poésies d'Alvaro de Campos. Mais au-delà de l'empire des cygnes, qu'en est-il des derniers rois mages? Eux qui se cantonnent encore à la lisière du temps, défiant ainsi toute l'énigmatique théorie des exceptions. Ainsi, semble-t-il, vont les vases communicants, me dis-je quelque peu perplexe. Par ailleurs, c'est dans les châteaux de la subversion qu'on sent germer tout l'amour de la haine, alors qu'Antonin Artaud, icône encore frappé d'interdit à ce jour, publiait le théâtre et son double. Nul doute alors que le vol du vampire hante toujours la forteresse vide au cœur de nos villes mortes. Et tous ces profiteurs d'abîme, cachés dans la grande ombre vespérale, traquant sans pitié le comte de Lautréamont, et n'ayant que faire d'Anna Livia Plurabel, psalmodiant tout l'amour du monde sous les nuages rouges de Magellan, alors que l'âme fabuleuse du grand Finnegan plane subtilement sur les vertes et brumeuses collines de la lointaine Irlande. Cependant, seule une pensée euclidienne forte, dans un irrésistible élan inquisitorial, nous permet d'échapper aux griffes acérées de l'ange noir, dernier gardien impitoyable du château de Barbe-Bleue. En revanche, selon Mallarmé, dans ses entretiens tarabiscotés sur l'inévitable pataphysique, la grande force du silence peut amener les téméraires aventuriers de la dialectique jusqu'aux puissants passeurs d'éternité, là où l'infini turbulent conduit inexorablement à la pernicieuse tentation de Prométhée. Mais attention, car les anciennes chroniques des temps désespérés sont sous l'emprise du grand aigle de bronze, et la propension des choses incline dangereusement vers un mythe postmoderne où dans les tiroirs de l'inconnu se cache une fulgurante montée de l'insignifiance. Et ce n'est pas tout, il y a bien pire encore. Ainsi, les contes imparfaits de la Lune font état d'heures si blafardes que l'homme-machine, frappé de nausées imaginaires et arborant fièrement l'étendard célébrant l'ignorance triomphante, se verra à jamais soumis à la souveraineté implacable du vide. C'était l'époque où Phileas Fogg chassait impunément les rhinocéros roses en plein Central Park, tout près de Broadway. Ce qui n'est pas sans rappeler les célèbres fantasmagories burlesques d'Arthur Gordon Pym en quête de la mandragore pourpre. Mais passons. Parlons plutôt des idylles du docteur Saxe lors de son bref séjour au somptueux château de Sans Souci. Et c'est dans la mémoire du vent que ce qui fut sans lumière éveilla un chant obsédant dans l'épaisseur du temps. Un récitatif contrapuntique à saveur de cantiques spirituels. Bien sûr, tout cela provoqua une certaine effervescence parmi les petits fantoches opportunistes du château, qui se mirent à rivaliser en pompeuses prosopopées alternant scansions et arguties vaines et stériles, le tout virant en une inénarrable scapinade et non moins ridicule tartufferie vociférante. Mais, alors qu'un coin de ciel brûlait et que nous étions tous plongés dans l'imparfait du présent, il fallut bien déclarer ouverte la chasse aux fugitifs météores, et comme la saison lumineuse était bien loin derrière nous, nous dûmes recourir à toutes sortes de petites mécaniques savantes pour échapper à l'abîme du temps et à cette ténébreuse solitude.
Nous étions alors dans un état d'extrême limite, où l'éloignement du monde réel se confond avec les redoutables dunes de l'exil. Il ne nous restait plus qu'à faire, bien malgré nous, l'éloge parfait du néant terrifiant. Mais voilà-t-il pas qu'Homer, oui, Homer Simpson et sa bande de joyeux lurons arrivant tout droit de South Park surgirent devant moi telle une prophétie perdue et retrouvée dans la nuit profonde des gouffres. Carnet noir en main, il me demande d'un air goguenard: « On peut cogner, chef ?» Ce qui provoqua la fuite immédiate de tous ces vils petits marmousets de la maison. Toutefois, peu à peu, la dure lumière d'hiver s'est imposée amèrement, amenant les froids crépuscules et les tristes déclins sur les faunes de marbre dans le désert du jardin. S'éleva alors dans l'air frais du soir une envoûtante élégie évoquant Marienbad et les candides chansons de Bilitis. Seulement voilà, il est dit dans les Géorgiques de Virgile que la fable du monde n'a de grandeur que par les glorieux dithyrambes offerts en panégyrique à Dionysos, mais que les dessous du ciel annoncent une morne vie d'errance pour tout le cycle du dragon mystique. Bon, voilà qu'il nous faudra attendre encore le 8e jour de la semaine, me dis-je, avec une petite pointe de tristesse résignée. Quoiqu'entre-temps, la perspective de devoir passer une nuit blanche en présence du tragique Macbeth ne m'enchantait guère. Et à moins d'un misérable miracle, nul ne saura jamais ce qu'il est advenu des libres enfants de Summerhill. Comme tout cela est loin de moi maintenant, me dis-je quelque peu tristounet, tout en consultant les lettres de mon moulin. Allons donc voir sur le pont des Arts si les bienfaits de l'insomnie sont bien tangibles. Mais à ma grande stupéfaction, j'ai croisé un rat qui rit, tout à fait disposé à m'initier au merveilleux roman de Renard. Et bien que la nuit soit glaciale, j'écoutais, comme fasciné, son récit porteur de messages étonnamment révolutionnaires. Cela étant dit, force est de constater que je sentais peu à peu le poids de la mélancolie m'affliger de plus en plus, et ce, malgré le côté vaudevillesque de la situation. C'était l'époque où je recevais encore beaucoup de lettres d'Amérique, sans compter toutes ces cartes postales d'un peu partout dans le monde. Et depuis que les châteaux de milliers d'années ont sombré dans l'opacité des siècles, on parvient encore, grâce à l'inépuisable bibliothèque des étoiles, à recenser les sources maudites de la peur qui rôde, et selon l'ampleur de la tache écarlate, à estimer l'importance de la part manquante. C'est ainsi que de toutes petites choses idiotes et douces finissent par nous séduire. Il n'est plus besoin d'orgie totale sur les Champs-Élysées, ni d'expéditions extrêmes dans tous les recoins perdus de la planète. À chacun son Golgotha, me dis-je, pensivement. Somme toute, vaut mieux suivre les enseignements d'un sorcier yaqui et ainsi accéder au rarissime don de l'aigle royal. Alors, nos pauvres corps célestes, dans le silence des passions, nous font passer du chaos démentiel à l'harmonie lénifiante. Et là, le temps sensible nous trace un itinéraire spirituel lumineux. Et contre vents et marées, la brillante leçon de la Sainte Victoire nous révèle l'ultime sens du secret et l'importance fondamentale de l'état de grâce. Mais voilà, bas les masques, car le fantôme funeste du Caudillo plane encore sur le baldaquin des ombres, et malgré la magie ambiante, la lourde fatalité menace toujours, et n'eût été l'intervention prodigieuse d'Indiana Jones et de Luke Skywalker, toute cette formidable perspective s'effondrait lamentablement dans de glauques enfers. Et c'est tout en m'extirpant péniblement de ce marasme gluant que je tombais pile sur le pape des escargots, qui me dit: « Mon cher Malbise, vous devez absolument pratiquer l'art du dédoublement. Sinon, vous confondrez toujours le bleu de la mer avec le bleu de méthylène. Il vous faudra donc plonger dans un bain de feu. Métaphore quelque peu bancale, j'en conviens. Ce qui vous donnera cependant accès au Pont-Neuf. Il vous sera alors loisible de repérer les principaux carrefours du grand labyrinthe. Et ainsi vous pourrez affronter et vaincre la terrible marquise des spectres. Et de là,
Accompagné du bon prince de Bohême, vous vous rendrez au bal des célébrations dans l'antique manoir de Kildare. Mais tout au long de ce périlleux voyage, assurez-vous de bien suivre la nuée ardente, et tout en longeant l'ineffable paroi de verre, avec en main, bien sûr, le livre des guerriers de bronze, soyez toute méfiance à l'égard de la belle passante inespérée, car son baiser de basalte bleu risque de vous pétrifier sur place. N'engagez rien non plus avec l'homme de l'Apocalypse, car ses poèmes de guerre vous rendront le cœur aride et stérile, et ils vous conduiront par devers de sombres oraisons funèbres tout droit sur les ruines fumantes de Paris. Il vaut dès lors beaucoup mieux, comme Stephen le héros dans le cours d'une vie ordinaire, écouter Mozart sous la pluie, le long d'une rue traversière, tout en lisant les fort jolies proses de Philippe Solers, et aussi peut-être quelques petits épigrammes d'Épictète. Bien entendu, dans les années profondes à venir, prévoir d'aller vous installer de temps à autre sur quelques barricades mystérieuses pour y lire les poèmes magiques du chat noir, et ainsi accéder au pavillon d'or perdu dans quelque mythique cité mongole. Entre-temps, ne jamais tirer sur les oiseaux au repos, mais s'assurer tout de même de disposer d'une arme puissante, à cran d'arrêt si possible, conférant ainsi une capacité de rétorsion dissuasive. Et même si tous les jours ne s'en vont pas longtemps, bien prévoir d'avoir toujours quelques brillantes inepties à déclarer dans le journal des dupes. Il neige dans la nuit. Toutes les grandes batailles du ciel se sont enfin apaisées. Devant moi, 3 carrés rouges sur fond noir, qui contiennent toutes mes lettres philosophiques. Qui je fus, me dis-je méditativement? L'ange ou le cachalot? Un songe ou un mensonge? Peut-être un peu des deux, finalement. Quoi qu'il en soit, il me faudra bien régler mes comptes avec l'héritage du temps. Et après une longue vie, inutile, et au terme de 1001 nuits à venir, se tiendra l'ultime cérémonie des adieux, où la présence pure deviendra l'inestimable rançon du silence éternel.